Il est chroniqueur à Rivarol. C'est toujours la page 12, la page 16 lorsque nous avons 16 pages. J'appelle Martin Pelletier. Nous sommes nés ensemble, Rivarol et moi, l'année de la mort du maréchal Pétain. On a donc 65 ans et pas l'intention de prendre notre retraite. La première fois que j'ai lu notre hebdomadaire national, c'était pendant la guerre d'Algérie, à la fin. Avant, j'avais des instituteurs démocrates chrétiens et un papa gaulliste. Je pensais que tout allait très bien. Et puis il y a eu le putsch des généraux, un 21 avril déjà. J'avais 10 ans. J'ai compris que les choses ne se passent pas toujours comme les grands journaux vous le disent. Je ne crois pas que ça se soit beaucoup amélioré depuis. La première fois que j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen, c'était à Loré-du-Bois, en 79 ou en 80. Il présidait le banquet annuel du Front National. J'étais débutant au quotidien de Paris, et ma rédaction attendait de moi que je fusse ironique. Je l'ai été, parce qu'il fallait l'être, mais à bien écouter ce que disait Jean-Marie, j'ai trouvé qu'il y avait plus matière à réflexion qu'à ironie. Et quelques années plus tard, de fil en aiguille, je me suis attaché au Front National quand la différence entre ce que je constatais et ce qu'on en disait est devenue trop criante. La première fois que j'ai croisé Pierre Sidos, c'était dans une enquête sur l'extrême droite, pour le quotidien toujours. Je commençais à m'informer. La première fois que j'ai vu Roger Hollande, alors là, ma mémoire se mélange un peu. Je crois que c'était dans l'Essonne, lors de la campagne des législatives de 86 pour le Rassemblement national. Ce jour-là, il y avait aussi Olivier d'Ormesson, un beau tribun, le verbe ferme et sonore, l'œil indomptable en apparence. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Je crois que chez les Ormesson, ils sont le miroir de l'âme qu'ils aimeraient avoir. Parce que quand la tempête est venue, il est revenu tranquillement et sagement vers ses véritables maîtres. Alors ça, c'est pas trop le truc de Roger. Son premier discours que j'ai entendu, il m'a fait pleurer. Pleurer de rire d'abord pour commencer, et puis pleurer tout court parce que son émotion est à la fois vraie et tragique. Je me suis dit, c'est peut-être pas le caractère le plus facile, mais avec lui on risque pas de mauvaises surprises. Et aujourd'hui c'est le plus important, car tout le monde est devenu léniniste. On se demande que faire. Et la réponse, hélas, risque bien d'être la guerre civile. Alors dans de telles conjonctures, on préfère avoir des voisins sûrs. Il vaut mieux être à côté de Roger Hollande que, par exemple, à côté de Vallerand de Saint-Just. Ouais, je reconnais, c'est un peu facile. Donc, la grande question aujourd'hui est que faire? Alors la réponse, bien sûr, c'est prendre le pouvoir pour sauver la France. Oui. Mais comment? Avec quels alliés? Quelle stratégie en particulier? Faut-il ou ne faut-il pas dédiaboliser? Alors, j'espère ne choquer personne en notant que la diabolisation précède la dédiabolisation, que les ennemis qui décident de l'une et de l'autre sont les mêmes, et que par conséquent, se soumettre à leurs critères et s'en remettre à leur jugement, cela revient à fournir les balles pour être fusillé. La seule dédiabolisation qui vaille, c'est la réalité, c'est-à-dire souvent la catastrophe. La catastrophe qui dessille même les aveugles à Cologne, à Paris ou à Bruxelles. Et puis il y a aussi
quand même aussi un peu les maires qui, malgré le frein du système, parviennent par leur action à montrer qu'on peut un peu améliorer les choses. Alors maintenant, l'autre face du que faire, c'est la recomposition politique, la fameuse recomposition. Alors là, je crois que les choses sont simples. Vous et moi, nous serions prêts à nous allier avec le diable pour sauver la France. Mais c'est le diable qui ne veut pas. Villiers fait ça, Mijoret, Dupont-Aignan regarde d'ailleurs, les autres je n'en parle même pas. Ils sont tous délibérément restés attachés à un système qui nous exclut. Un Nigel Farage en Angleterre, eh bien il tord le nez, même sur le Front National Nouvelle Formule. Alors là aussi, il n'y a que la catastrophe qui débloquera les choses. Notre seul devoir en attendant, eh bien, c'est de garder notre boussole nette, claire et intacte. La stratégie du Rassemblement national, naguère, était la bonne. C'est-à-dire qu'il faut aller au carrefour, rameuter les aveugles et les paralytiques, mais sur une doctrine claire et ferme. Alors, en effet, avant de se poser la question de Lénine, que faire, il faut peut-être se poser celle du maréchal Foch, de quoi s'agit-il? Alors, chacun a évidemment là-dessus son opinion, et aujourd'hui, il y a des millions de gens qui viennent vous voir en vous disant « Ah, l'invasion, bien sûr, l'extrémisme, le terrorisme, l'islamisme, mais c'est évident, comme s'ils avaient toujours su. » C'est marrant parce que hier, nous étions des fous. Nous étions même de méchants nazis parce que nous discernions un danger qu'ils réputaient imaginaire et que nous osions le dénoncer. Ben, aujourd'hui, nous n'avons même pas été des vigies puisque tout le monde a toujours su. C'est tout à fait émouvant. La capacité des gens à oublier leur aveuglement et leur lâcheté pour mieux accabler Cassandre. Alors, sérieusement, l'invasion, l'extrémisme, l'islamisme et le terrorisme, les résistants de la 11e heure, dans leur lucidité toute neuve, n'iront pas jusqu'à concevoir qu'ils ont été créés de toutes pièces. Ils ne reconnaîtront jamais qu'un système organisé a provoqué la catastrophe, a provoqué le chaos pour mener à la fin des nations, la destruction de l'Europe et l'avènement d'une gouvernance globale. Voilà. Ils ne le reconnaîtront jamais. Maintenant, et si vous leur suggérez cela, eh bien, ils vont vous gratifier d'une nouvelle insulte qui est complotiste. Et il ne faut pas rire, complotiste, c'est grave. Ça vaut presque raciste et même antisémite. Complotiste, c'est le diabolisant à la mode. Et il y a même un hebdomadaire branché qui a écrit en titre que le complotisme était la nouvelle idéologie dominante. Tu parles, il n'y a pas plus de complotisme que de beurre en broche, il y a simplement des réalités que le système veut à tout prix masquer. De même qu'il n'y a pas de complot, il y a une révolution à ciel ouvert. Je prends un exemple très simple. La volonté, le projet de l'islam de conquérir l'Europe par le ventre de ses femmes. Eh bien, nous connaissons cela depuis les années 70. Ça fait 35 ans ou même 40 ans que Jean-Marie Le Pen citait le colonel Boumedienne à ce sujet. Voilà. Un autre exemple, les sorties d'un Wesley Clark, ou renouvelé d'ailleurs depuis par Peter Sutherland, contre la nation et contre l'homogénéité culturelle, mais aussi ethnique de l'Europe. Eh bien, c'est pas nouveau non plus. Le multiculturalisme, pas facile ça, le multiculturalisme prétendument démocratique mis au service de l'hégémonie mondiale anglo-saxonne, et vice-versa, eh bien, c'est aussi vieux
que Tony Blair, c'est même aussi vieux que l'Empire britannique. Alors je ne sais pas, moi, la loi Veil, qui est lancée l'année même où l'indice synthétique de fécondité des femmes françaises passe au-dessous du seuil de renouvellement des générations, ou bien encore les rapports officiels de l'ONU préconisant l'entrée de dizaines de millions de migrants en Europe, et cela 20 ans avant le déclenchement des guerres qui prétendument sont la cause de ces migrations, tout converge, tout concorde. Il n'y a pas de complot, il y a une révolution minutieusement montée par les moyens synergiques de la décadence et de l'invasion. Cette révolution, on l'avait nommée il y a 20 ans la révolution des Bernard l'Ermite. Elle vise en particulier, la Shoah de l'Europe, c'est-à-dire l'anéantissement de notre continent en tant que tel par la substitution des populations conjuguée à la subversion de la civilisation. Alors, c'est notre honneur de l'avoir vu, compris, dit, écrit avant tout le monde, et c'est notre devoir de la combattre, cette révolution, afin que, vive la France!